Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous pencher sur l'outil de l'urbanisme tactique et comment cet outil peut être mobilisé pour améliorer les infrastructures de mobilité active au niveau du quartier. Dans ce sous-module, nous allons faire un petit rappel de l'urbanisme tactique que nous avions vu en module 1. Nous allons souligner le lien possible entre l'urbanisme tactique et les mobilités actives. Nous allons vous présenter des exemples de mise en œuvre et d'études de cas au Brésil et au Mexique. Et enfin, nous allons souligner la dimension du levier innovant de la digitalisation combinant la participation citoyenne avec l'approche innovante écozone au Mexique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'urbanisme tactique et quels sont les liens avec les mobilités actives? De quoi parle-t-on? Donc nous avons parlé d'urbanisme tactique, mais nous pouvons aussi retrouver des terminologies d'urbanisme temporaire ou urbanisme transitoire, qui est fondé sur le principe d'aménager l'espace public par l'expérimentation. Ce principe, cet outil est également fondé sur la collaboration et la mobilisation des citoyens. Il s'agit d'une approche innovante qui n'a pas vocation à remplacer les approches traditionnelles, mais à les compléter. Donc la durée, elle est souvent temporaire avant d'être pérennisée. Cette approche, c'est une approche d'expérimentation, de transformation, et la méthode, c'est d'y aller petite touche par petite touche. Quel est donc le lien avec les mobilités actives? Cet outil a montré, sur la base de nombreuses villes et expérimentations, qu'il est propice pour une démarche de réappropriation de la rue qui va favoriser les modes actifs. Donc, par exemple, c'est un mode qui peut permettre assez facilement de travailler sur des aménagements cyclables, d'identifier les points de difficulté, les points qui sont particulièrement problématiques du point d'un angle de la sécurité routière, d'aménager différemment les intersections, de proposer des utilisations alternatives des espaces de stationnement qui sont jusqu'à présent utilisés pour des voitures, de développer des rues piétonnes ou de développer des rues ouvertes aux enfants, que ce soit de manière temporaire ou de manière permanente. Cela permet aussi de pouvoir, par exemple, améliorer la qualité des espaces publics. Et puis, en fonction des conditions locales, il peut y avoir aussi d'autres objectifs qui sont greffés sur ces projets. Donc, comment cela se passe concrètement? Donc, voici des étapes types qui sont basées sur des expériences que nous avons pu voir notamment au sein de notre département, mais qui peuvent être aussi modifiées en fonction des conditions et des besoins locaux. Donc, en identifiant tout d'abord la zone d'intervention du pilote, en créant une équipe qui va représenter les parties prenantes, donc les citoyens, des acteurs privés, des acteurs publics, donc très important, la collectivité, différents départements qui vont représenter la collectivité, également peut-être des chercheurs, notamment quand on se retrouve dans des plus grandes agglomérations, s'il y a des universités qui sont en place et intéressées pour accompagner le processus. Ce qui est très important, c'est d'identifier les besoins spécifiques des citoyens, de créer une vision commune, développer un plan d'activité, identifier les sources de financement, acquérir les autorisations, mettre en œuvre, communiquer, évaluer auprès des citoyens, mesurer l'impact et rendre permanent, adapter si nécessaire ou répliquer en cas de succès. Voici tout d'abord quelques exemples que je voudrais vous montrer de ce qui a été fait à Belo Horizonte au Brésil, avec un concept des écozones qui a été mis en place dans plusieurs villes. La vision des écozones est transversale, c'est-à-dire qu'elle comporte des éléments qui ont trait à l'amélioration de la mobilité, donc avec des zones apaisées et des pistes cyclables, mais aussi des éléments qui ont trait à l'amélioration de la qualité des espaces publics, et puis d'autres secteurs. Donc dans ce projet en particulier, il s'agissait notamment d'intégrer une sensibilisation à la problématique de la qualité de l'air, l'importance de collecter les déchets organiques, et enfin un projet d'ensemble d'améliorer la qualité de vie et les interactions sociales au sein du quartier. Pour ce faire, un certain nombre d'activités ont été développées à Belo Horizonte dans le but d'interagir avec différents groupes de citoyens de manière appropriée et participative. Donc vous pouvez ainsi voir par exemple un workshop participatif avec des enfants d'une école dans le périmètre concerné, des activités de sensibilisation auprès des écoles telles que la création de panneaux sur la vitesse réduite, mais également de co-conception des interventions, donc en ligne, avec des activités aussi en ligne que vous verrez dans la prochaine diapositive, des enquêtes auprès des résidents, des comptages de piétons et cyclistes, d'un audit de sécurité pour les femmes et de développement de capteurs de la qualité de l'air.
La mise en œuvre a ensuite mobilisé l'utilisation d'équipements peu coûteux, notamment simplement de la peinture et du mobilier urbain recyclé dans ce contexte précis. L'espace public amélioré a été ponctuellement transformé en activités sociales, ou par exemple en théâtre temporaire, ou autres activités récréatives qui vont mobiliser la communauté locale, par exemple des concerts, des séances de cinéma ou une aire de jeu temporaire pour enfants. Les résultats en termes d'amélioration de la qualité de l'espace urbain et de l'accroissement de l'espace disponible pour les piétons et les résidents est clairement identifiable sur ces photos, comme vous voyez à gauche l'avant et l'après à droite. Vous pouvez également ici voir cet avant et cet après, qui est caractérisé notamment par la réallocation d'une partie de la voirie pour des voies cyclables. Les études auprès des citoyens, réalisées après mise en œuvre de ces infrastructures, ont montré une acceptabilité sociale très forte, à 65% des citoyens qualifiant la mise en œuvre de l'écozone de très bien et à continuer, 30% de bien et à améliorer, et de 5% de bien mais un peu timide. 75% des résidents ont jugé très positive la première phase de mise en œuvre dans ce quartier. Les éléments positifs portent notamment sur le fait que la zone 30 est peu coûteuse, que la sécurité a été améliorée autour des écoles, que la cohésion sociale a été améliorée, ainsi que la qualité de l'air. Le bruit est également perçu comme réduit. Cet exemple à Belo Horizonte a permis d'identifier un certain nombre de leçons et de facteurs de succès. Tout d'abord, sélectionner stratégiquement le site de déploiement peut permettre de faciliter l'acceptation sociale. Par exemple, le déploiement d'activités autour d'une école peut faciliter le projet, dans la mesure où la sécurité des enfants est un sujet qui peut importer l'adhésion d'un nombre très important de résidents. L'engagement de la communauté est absolument essentiel, pas seulement pour mettre en œuvre le projet et le définir, mais surtout pour décider des caractéristiques de ces projets au tout début. La coopération des institutions publiques elle est cruciale pour mener à bien le projet sans heurts ni conflit de compétences. La présence, de ce que nous appelons, ce qu'on appelle un champion local, elle est fondamentale pour pouvoir mener le projet, pour représenter le projet, lui donner de la visibilité, être pédagogique sur les impacts anticipés, entendre les retours et ajuster le projet si nécessaire. Et ce champion local peut, en fonction des projets, des conditions, peut être quelqu'un de la collectivité, peut être quelqu'un d'une association. Donc cela dépend vraiment du contexte local. L'intégration aussi entre secteurs est un autre atout pour éviter une focalisation excessive sur un secteur. Par exemple, une focalisation excessive sur la mobilité et par exemple sur la réduction des places de stationnement. Et qui permet aussi justement d'avoir cette mobilisation citoyenne positive sur ces activités aussi, par exemple ces activités récréatives. Je voudrais ici vous présenter un autre exemple de la mise en œuvre de cette approche écozone et ici qui mobilise en plus un levier digital pour avoir une approche renouvelée, participative d'urbanisme tactique et cette fois-ci au Mexique à Jardines de San Miguel León. Donc cette approche, centrée à nouveau sur les besoins des citoyens et sur des méthodes d'évaluation innovantes, va notamment se baser sur une cartographie qui est réalisée par les citoyens, donc cartographie des difficultés et des besoins locaux, un tableau de bord qui permet d'avoir un certain nombre d'informations de manière transparente pour les usagers, un catalogue de mesures rapides et peu coûteuses qui vont être sélectionnées par les usagers de l'application, et encore à nouveau une co-conception comme principe fondamental de l'approche. Donc ici, rentrons un petit peu plus dans les détails. Quelle est la méthodologie? Donc tout d'abord, il y a une phase d'évaluation et d'analyse, qui se base sur l'application mobile, avec une enquête de quartier et avec une cartographie communautaire qui va permettre d'identifier les zones qui présentent des difficultés et des opportunités également. Donc, qui va résulter notamment en une carte thermique en identifiant les points chauds, des zones problématiques avec un potentiel d'intervention. Ensuite, ce catalogue de solutions urbaines durables, donc là qui va être sur l'application internet, avec toute une liste de solutions qui répond aux sous-catégories des problématiques les plus fortes identifiées, donc avec des solutions surtout qui sont peu coûteuses et qui sont assez rapides à mettre en œuvre, et qui va permettre l'identification d'un plan d'action de quartier à moyen et long terme pour adresser ces principales difficultés. Ensuite, il va y avoir une phase de priorisation de ces interventions peu coûteuses, une phase de co-conception sur la mise en œuvre précise de ces solutions, la phase de mise en œuvre elle-même, et puis la phase de suivi, comme nous l'avons dit, qui est un élément absolument fondamental d'intégration du retour d'expérience et éventuellement d'ajustement de la mise en œuvre de ces solutions. Donc,
Toujours dans cette approche transversale qui va toucher à plusieurs secteurs, il y a un certain nombre d'aspects qui sont considérés, pas seulement l'aspect mobilité. Donc il y a l'aspect environnement urbain, l'aspect qualité environnementale, l'aspect du bien-être socio-économique et l'aspect aussi de risque de catastrophe, qui est un élément en plus important avec le changement climatique. Donc sur l'aspect notamment environnement urbain que j'ai ici sélectionné, vous voyez ici, donc lorsque de cette cartographie, on va regarder la forme urbaine, l'environnement bâti, les pratiques de mobilité, le transport public, la marchabilité, la cyclabilité, les espaces publics et la sécurité et sûreté. Par exemple, pour vous donner un exemple, ici à Léon, les problèmes les plus urgents identifiés vont être notamment le fait que la marche est entravée avec un certain nombre d'obstacles par des véhicules motorisés ou autres, une faible qualité de l'air, un manque de passages piétons et de pistes cyclables, et puis une accumulation de déchets. Le processus, à nouveau ici, vous voyez quelques photos de la collecte de données au moyen de l'application digitale. Et puis à droite, vous voyez ici la priorisation des solutions urbaines durables. Pour vous donner un exemple, voici certaines des solutions urbaines durables qui ont été identifiées. Donc, par exemple, ici, des mesures d'apaisement du trafic donc, qui ont été proposées aux participants au projet, des pistes cyclables temporaires, des arrêts de bus temporaires lorsqu'ils n'existaient pas, des toits végétalisés. Ici, on voit qu'on mobilise d'autres secteurs, des éléments qui permettent de faciliter l'infiltration de l'eau de pluie, ce qu'on appelle des jardins de pluie, la plantation d'arbres, le jardinage urbain, l'ombrage, que ce soit artificiel ou naturel, des points de collecte de déchets, des composts communautaires et l'installation de poubelles publiques également, des actions communautaires de nettoyage, et puis tout cela en lien aussi avec des activités et des événements de mobilisation, en utilisant aussi le volet ludique et récréatif. Donc par exemple ici à gauche vous voyez l'école à vélo, ou à droite les rues ouvertes aux enfants. Donc ici en se concentrant sur les dimensions transport. Vous voyez ici aussi un élément des interventions qui ont été sélectionnées au final, qui ont été co-conçues par la communauté et mises en œuvre. Donc ce qui a été sélectionné, c'est notamment la reforestation de quartiers, la réalisation d'infrastructures d'ombrage, de pistes cyclables prioritaires, d'arrêts de bus auto-végétalisés et de posters de communication sur la durabilité, sur le développement durable. Voilà. En conclusion, je souhaiterais finir cette présentation en vous rappelant donc, que l'urbanisme tactique, ce qu'on a vu, c'est qu'il s'agit d'expérimenter des solutions qui sont basées sur les besoins des citoyens. Les acteurs municipaux ici, donc les collectivités, peuvent vraiment jouer un rôle majeur de facilitation et d'accompagnement. C'est un outil qui peut être vraiment très intéressant pour tester des aménagements de mobilité active, donc comme le vélo ou la marche à pied, sensibiliser aussi la population à l'importance de ces modes, mais aussi collecter des données qui manquent souvent sur ces modes actifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'avoir une approche qui est holistique d'amélioration globale du quartier, qui permet aussi parfois de ne pas se crisper sur des améliorations sectorielles, mais d'essayer de voir un certain nombre d'éléments qui permettent d'améliorer la vivabilité d'un quartier. Ce qui est très important, c'est d'avoir la co-conception par les usagers eux-mêmes, ce qui permet aussi de faciliter l'acceptabilité du projet, et l'évaluation, le retour d'expérience au centre. Et enfin, comme nous vous l'avons montré, parfois utiliser des outils peu chers comme des applications digitales et ces approches ludiques peuvent permettre aussi de faciliter aussi l'interaction et la participation dans ce type de projet. J'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous remercie de votre attention.